plus de la moitié des déplacements en France sont suffisamment courts pour, sur le papier, être envisageables à vélo. Si la ville de Copenhague au Danemark s'était mis au vélo, c'est parce que la ville était en faillite. Et du coup, ils ont abandonné leur plan autoroutier. Ils n'avaient pas non plus les moyens de mettre en place une politique ambitieuse dans un sport en commun. Ils ont fait du vélo parce que c'était rationnel et le moins cher. Même aujourd'hui, avec le niveau faible qu'on a de déplacement à vélo, on a déjà au moins 5 milliards d'économies de santé qui sont faites grâce à ça. Bienvenue dans le Greenletter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du développement des politiques cyclables en France. Efficaces climatiquement, rapides à mettre en place et peu coûteuses financièrement, les politiques cyclables semblent incontournables pour baisser nos émissions de CO2. D'où cette question, quelle politique publique faut-il mettre en œuvre pour développer le vélo ? Pour y répondre, nous recevons Olivier Schneider, ingénieur de formation et président de la Fédération des usagers de la bicyclette, qui défend les intérêts de plus de 500 associations de cyclistes. Bonjour Olivier Schneider. Bonjour. Première question, est-ce que vous pouvez présenter ce qu'est la Fédération des usagers de la bicyclette ? Alors, la FUB, c'est une association qui a la particularité d'être une fédération nationale d'associations locales. Donc, elle a son siège à Strasbourg. Elle a été fondée en 1980 autour de l'idée que la bicyclette peut rendre à la société française un certain nombre de services pour préserver l'environnement, mais aussi pour le portefeuille des Françaises et des Français, pour leur santé. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il y avait besoin d'un réseau national, non pas qui défende les intérêts de quelques privilégiés qui feraient du vélo pour se déplacer, mais pour faire en sorte que demain, il soit crédible de proposer aux Françaises et aux Français de se déplacer à vélo, donc en une seule phrase, de rendre accessible la mobilité à vélo, seule ou combinée avec les transports collectifs. Et donc on fait ça à la fois en accompagnant la création de nouvelles associations. On a à peu près une nouvelle association qui se crée toutes les semaines. Et ensuite, on anime les échanges d'idées et la création de cultures communes entre ces associations-là. Et on représente, une fois constituées ces feuilles de route, des propositions de solutions à l'État, à la SNCF, aux différents interlocuteurs nationaux. Et par ailleurs, on représente les cyclistes au niveau européen et international. Il y a à la fois des discussions sur des réglementations au niveau de l'ONU et de l'Union européenne. Et il y a des échanges de bonnes pratiques avec nos homologues dans d'autres pays. Il y a eu l'épisode du Covid et on a eu le sentiment que beaucoup de gens se sont mis ou remis à vélo grâce à cet épisode. Aujourd'hui, c'est quoi le panorama du cyclisme en France ? Quels sont les comportements des Français vis-à-vis du vélo ? Alors aujourd'hui, on a quand même une pratique qui s'est plutôt développée dans les grandes villes et dans les cœurs de métropole, et une pratique qui continue de s'éroder un peu en milieu rural et périurbain. Par contre, avec la massification de l'arrivée des vélos à assistance électrique, on a des distances qui ont pu s'allonger, avec l'arrivée de vélos adaptés comme les vélos cargo et notamment les vélos cargo rallongés par l'arrière, ce qu'on appelle les long tail, on a vu de plus en plus d'usages beaucoup plus diversifiés que juste des jeunes hommes qui ont envie d'adrénaline. On a des parents, on a des personnes, des jeunes retraités ou moins jeunes d'ailleurs. On a de plus en plus, et ça m'émeut à tous les coups que je le vois, des collégiens qui vont en toute autonomie à vélo. On a un collège en Gironde où 85% des élèves viennent à vélo parce qu'on a conçu le collège de manière à ce que ce soit accessible facilement à vélo. Donc on a réellement des dynamiques. On est très très loin à ce que la majorité des déplacements que je qualifierais de courts et moyens faisable facilement à vélo le soit réellement, à la fois parce que les gens ont besoin d'être formés, à la fois parce qu'il manque des infrastructures, et à la fois parce qu'il y a une image sociale associée à la réussite avec la voiture. Mais on est en train à la fois de combler les manques en infrastructure, de déconstruire cet idéal de la réussite par l'automobile, et par ailleurs déployer la formation. Donc tous les fronts avancent, et finalement le
le vélo qui devient quelque chose à la mode, y compris dans les quartiers prioritaires, y compris en dehors des corps de ville. Et justement, la croissance de notre réseau vers des villes de taille beaucoup plus petite témoigne du fait qu'il y a une demande qui devient normale de pouvoir pratiquer le vélo comme mode de déplacement, sans d'ailleurs s'en revendiquer, tout comme on ne revendique pas être usager d'aspirateur alors qu'on en a un et qu'on l'utilise toutes les semaines ou que sais-je, tant que nécessaire. On ne se définit pas non plus comme piéton alors qu'on fait la moitié de nos déplacements à pied. Et ben, les gens voudraient pouvoir se déplacer aisément à vélo. Justement, pour mettre des chiffres sur ces réalités, j'ai pris des chiffres de l'INSEE de 2021 sur les trajets domicile-travail. Pour les trajets de moins 1 km, 48% des trajets sont faits en voiture, 4% en vélo. Pour les trajets de 1 à 2 km, 56% des gens le font en voiture, 5,6% en vélo. Qu'est-ce que ces chiffres vous inspirent? Ça veut dire que quand même aujourd'hui, il y a assez peu de gens, ce qu'on appelle la part modale, qui vont au travail en vélo. Et quel est le potentiel, à quel point on pourra arriver un jour si toutes les planètes étaient alignées, si on avait construit les bonnes infrastructures et on avait démantelé les freins qui empêchent les gens d'aller au travail à vélo? Alors vous avez tout à fait raison, toutes les méthodologies qu'on a, que ce soit ce qu'on appelle les enquêtes ménage-déplacement, que ce soit les boucles de comptage automatique sur les pistes cyclables, que ce soit les enquêtes de l'INSEE, alors où c'est très spécifique parce on demande aux salariés quel est votre mode habituel majoritaire pour aller au travail. Et donc là, en effet, on a en gros Strasbourg et Grenoble où c'est 15% et le reste de la France où c'est beaucoup, beaucoup moins. Et beaucoup de territoires où c'est moins de 1%. Néanmoins, on a quand même une progression et on a surtout ces exemples de ces territoires qui sont juste pas exceptionnels, qui ont juste commencé leur transition cyclable plus tôt. Et donc il y a fort à parier que, en gros, ce que disent des chercheurs comme Frédéric Herrand, c'est que c'est la même forme de la courbe. C'est juste que cette courbe, elle a un retard, elle a un décalage temporaire. Et donc là où les politiques cyclables ont commencé le plus tôt, c'est-à-dire dans les années 80 ou début des années 90, comme Grenoble ou Strasbourg, tout simplement, il y a eu plus de temps qui s'est écoulé et c'est pour ça qu'on a des parts modales plus importantes. Après, il faut bien comprendre ce que ça veut dire 15% de parts modales. 15% de parts modales, ça veut dire 15% de tous les déplacements. Et je vois souvent la presse dire il y a 15% de cyclistes. Heureusement, personne n'est monomodal, on est à la fois piéton, usager des transports en commun, cycliste, et donc 15% de part modale vélo, c'est ce qu'on a dans beaucoup de villes aux Pays-Bas, ça veut dire que la moitié des gens font du vélo de temps en temps. Il faudrait vraiment statistiquement dire que comme il y a 3% de part modale en France, il n'y a que 3% de cyclistes, c'est faux, heureusement. Par contre, très clairement, plus de la moitié des déplacements en France sont suffisamment courts pour, sur le papier, être envisageables à vélo. Aujourd'hui, il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles les Françaises et les Français ne passent pas à l'acte, parce que dans les enquêtes, ils déclarent aimer le vélo d'une part, savoir en faire, et qui voudraient en faire plus. Et donc finalement, ce qui leur manque, c'est le système vélo, au sens global, qui leur permettent de se déplacer sereinement à vélo. Un système vélo, c'est quoi? C'est des infrastructures de circulation qui soient lisibles, cohérentes, continues et sécurisées. En gros, partout dans le monde, vous avez 5% des gens, quelles que soient les conditions, ça ne les dérange pas, ils font du vélo. Et c'est ça qui fait le 1% de part modale qu'on a un peu partout. Ensuite, vous avez 10% des gens, un petit coup de peinture, un petit jalonnement, un petit panneau sépare ici 10 minutes, ça suffit aussi les inciter. Donc ça fait 15% des gens. Et beaucoup d'endroits en France, c'est ces 15% de gens-là qui font du vélo et c'est ça qui donne les 2-3% de part modale qu'on a. Ensuite, vous avez aussi 25% des gens qui, aujourd'hui, ils changeront peut-être d'avis un jour, mais déclarent jamais d'avis, je ne ferai de vélo. Donc si vous me suivez, 5 plus 10, 15, plus 25, 40. Les 60% restants sont
peu agnostiques. Eux, si on leur fait des infrastructures claires, lisibles, qu'il y a tout le système vélo, ils feront du vélo, mais sans se poser de questions. Aujourd'hui, ils se posent pas ils prennent le métro parce qu'il y a un métro, ils prennent le tram s'il y a un tram, et ils prennent la voiture, même comme vous l'avez dit dans l'enquête INSEE, pour faire moins d'1 kilomètre, parce que c'est leur chaussure, quoi. Quand ils sortent de chez eux, ils prennent la voiture. Finalement, si c'est plus près, c'est encore mieux, ça va être plus court, ça va consommer moins d'essence. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte de convaincre ces 60%-là de faire du vélo, donc de créer les conditions pour qu'ils soient rassurés dessus. Alors, il y a aussi un enjeu de planification du territoire, hein, pour limiter l'étalement urbain, pour qu'il n'y ait pas les 2 enfants à déposer, un à la crèche et un à l'école, et que ça fasse un trajet très long parce que c'est dans 3 quartiers différents entre le travail, l'école de l'enfant et la crèche ou la nounou de l'autre enfant. Mais aujourd'hui, si on arrive à répondre aux besoins de ces 60%, évidemment, on satisfera aussi les 15 premiers pourcents que j'ai cités au début, et on finira par convaincre une partie des 25% aujourd'hui totalement contre que c'est pas si mal. Et donc, l'importance, c'est de faire en sorte de ne pas viser la mauvaise population. Aujourd'hui, beaucoup de politiques cyclables, qu'elles soient locales, qu'elles soient nationales, ont visé beaucoup trop étroit. On visait les gens qui n'ont pas peur, les gens qui savent déjà en faire, les gens qui sont convaincus. Et donc, il faut vraiment changer d'échelle pour faire en sorte que ce soit aussi naturel que la marche quand on fait quelques mètres. Alors, en termes d'infrastructures, qu'est-ce qui nous manque? Par exemple, quand on va aux Pays-Bas, on est frappé de la richesse des infrastructures. Il y a 2 ans, je suis allé à Delft, donc à une quinzaine de kilomètres de La Haye. À la gare, il y a un parking magnifique où il y a plusieurs centaines, voire des milliers de vélos. Il y a des grands axes qui vont entre les villes, voilà, entre Delft, La Haye. Voilà, on peut tout faire en vélo, même y compris entre les villes. Quelles sont, nous, les infrastructures qui manquent en France? On voit qu'il y a des pistes cyclables, mais elles ne sont pas toutes sécurisées. Voilà. Qu'est-ce qui manque vraiment pour faire des infrastructures vélo cohérentes? Aujourd'hui, en France, on a plus d'1 million de kilomètres de routes. C'est un des réseaux viaires les plus denses du monde, bien que la France soit très grande et que dans certains espaces, il y a vraiment une densité de population faible. Et donc, plutôt que d'avoir une route, on a tout un réseau de routes et également de chemins ruraux. Les Pays-Bas n'ont pas du tout le même urbanisme. Vous avez une espèce de mégapole en forme de banane et le reste, c'est plutôt des champs, dont une partie a été conquise sur la mer. Et en plus, vous avez du service ferroviaire qui, en gros, ressemble plus à nos TER ou voire à nos RER, avec des trains cadencés, pas du tout de réservation à la place, et donc ils ont un urbanisme et une configuration aussi par rapport évidemment aux déclivités, même si il y a aussi du vent du coup aux Pays-Bas, ce qui fait qu'on ne peut pas tout à fait superposer, enfin imiter en France, copier 1 pour 1 ce qui se passe aux Pays-Bas. Par contre, avec ce patrimoine d'1 million de kilomètres de route, on peut tout simplement déjà se demander quelle est la partie de ces routes que l'on pourrait dédier aux locaux, tout mode, y compris voiture, et aux cyclistes, qu'ils soient locaux ou pas locaux, pour déjà créer un début de maillage, et on pourrait comme ça atteindre, entre les pistes cyclables qu'on construit en site propre, donc sans forcément les teinter en rouge comme aux Pays-Bas, mais qui soient bien séparés du trafic et sécurisés là où c'est nécessaire parce qu'il y a un fort trafic motorisé. On pourrait combiner de telles pistes cyclables avec un réseau de routes, là où il y a moins de densité, où on donnerait la priorité aux cyclistes. Donc ça permettrait de ne pas devoir doubler ce million de kilomètres de route par 100 000 kilomètres de pistes cyclables en continuant l'artificialisation, etc. Ce qu'on ne souhaite pas, ça veut pas dire qu'il ne faut jamais construire de pistes cyclables, mais il faut éviter de le faire là où ce n'est pas indispensable. Et il faut surtout que toutes ces pistes cyclables créent un réseau continu. Et le diable se niche toujours dans les détails. C'est-à-dire
un très bon itinéraire cyclable, mais où à un endroit, il y a ce qu'on appelle pudiquement une barrière anti-intrusion qui fait que vous devez mettre pied à terre, ou en tout cas ralentir, faire des manœuvres. S'il y a un endroit, la piste cyclable rétrécit parce que vous n'avez pas su faire les choix politiques et vous avez laissé toute la place à la voiture, et donc il faut cohabiter pendant 200 mètres avec les piétons. S'il y a un endroit où tout à coup il n'y a plus rien, et c'est débrouillez-vous, mais ça reprend dans 500 mètres, s'il y a un autre endroit où la piste cyclable tourne de 90 degrés sans... Voilà, ce sont ces détails-là qui font... C'est pas la quantité qui va compter, mais c'est la qualité du réseau final. Et donc, il faut que tous les trajets sur les distances cyclables, c'est-à-dire de 1 à, on va dire, 7 km en vélo classique et 15 en vélo assistance électrique, soient faisables par un itinéraire qui soit lisible, qui soit continu, qui soit cohérent, parce qu'on voit chaque ville invente un peu sa charte, ses couleurs, sa façon de faire, donc il faut qu'il y ait une cohérence nationale. Et il faut aussi que ce soit des chemins sans détour, parce que plus c'est proche de la ligne droite, mieux c'est. Le cycliste a toujours horreur de faire des détours, c'est lui qui pédale, donc c'est son énergie. Il n'a pas envie, parce qu'on lui dit non, mais passe par là-bas, tu verras, c'est sécurisé. Non, le cycliste, il veut prendre la ligne la plus courte. Donc il y a ce besoin d'infrastructure de circulation. Et c'est quelque part le haut de la pyramide de Maslow des besoins du cycliste. Tout ce qui vient ensuite... Le bas. N'a pas le bas, oui, toute la base. Pardon, oui, tout à fait. La base, exactement, la base de la pyramide de Maslow des besoins du cycliste, c'est l'infrastructure de circulation. Et ensuite viennent les étages de plus en plus étroits des autres besoins, donc de stationner son vélo, d'avoir accès à un vélo bon marché, avoir accès à un réparateur, pouvoir apprendre à faire du vélo. Mais toutes ces étapes-là ne servent à rien si j'habite dans un village et qu'autour c'est des routes limitées à 80 ou 90 sur lesquelles 1% du trafic c'est des poids lourds, et donc moi je suis prêt à faire une demi-heure pour aller au travail ou à l'école, mais pas si j'ai un poids lourd qui me double toutes les 2 minutes et que je me sens en danger et que en plus je respire les gaz d'échappement de ces véhicules. Je vais prendre un exemple concret. Est-ce que, par exemple, je crois que ça s'appelle Chronovélo à Grenoble, c'est des axes magistraux qui vont de la périphérie de Grenoble jusque dans la ville et qui desservent, ou le RER-V à Paris, ces projets qui visent à faire des grands axes, y compris, je crois qu'à Grenoble, il y a des stations-service, entre guillemets, c'est-à-dire des endroits où on peut regonfler son vélo, etc. C'est des grands axes comme ça qu'il faut réussir à faire. Je regardais à Grenoble, ça a coûté 40 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que c'est des vraies infrastructures. Là, on pense le vélo comme du transport et pas juste voilà, un petit à côté de loisirs. Alors, on est tout à fait d'accord. Le vélo ne doit pas juste être le supplément d'âme d'une politique de mobilité, où pour faire joli, la petite fleur, c'est de dire on va mettre quelques rues en double sens cyclable et ça y est, on a une politique cyclable. Donc en effet, il faut de véritables infrastructures. Chronovélo fait partie des projets les plus avancés. Et il y a aussi les voies lyonnaises, il y a aussi Vélostras à Strasbourg, il y a en effet l'ancien RER-V qui s'appelle maintenant VIF, comme Vélo Île-de-France. Donc en effet, on a besoin de ces réseaux structurants vélo. Avec des cartes, un peu des copier-coller de ce qui se fait pour le RER ou le métro ou les bus, c'est-à-dire vraiment des lignes qu'on identifie très clairement avec des couleurs. Tout à fait, que ce soit Chronovélo ou l'ancien projet RER Vélo, le VIF. Une des idées, c'est de susciter la curiosité et de dire, regardez ici, tout comme il y a la ligne 1 qui fait l'axe est-ouest de Paris, en fait on a aménagé de façon à ce qu'on puisse rejoindre la Défense depuis Paris à vélo, et vous pourrez franchir la Porte-Maillot, vous pourrez franchir le pont de Neuilly, et on a pensé à toute la continuité. Donc en effet, il y a besoin de cette planification-là, il y a besoin de rendre visibles et lisibles les infrastructures cyclables et de hiérarchiser le réseau. C'est-à-dire qu'on a besoin de rendre 100% du territoire cyclable,
Mais donc là, on va décider, ça c'est un axe nord-sud ou est-ouest. Et donc là, il y a besoin de séparer du trafic, il y a besoin d'avoir du trafic large pour que 2 cyclistes puissent rouler côte à côte et quand même croiser un cycliste qui arrive en face. Là, on est sur une desserte de quartier, donc ça va être un peu plus étroit. Et après, dans d'autres rues, on va juste limiter et la vitesse et le volume du trafic automobile pour que rejoindre l'itinéraire soit facile. Et donc, c'est donner cette lisibilité-là qui est important dans ces projets. Alors, pour l'instant, on n'en est qu'aux prémices. On a en effet Chronovélo, mais qui n'est pas encore entièrement finalisé. On a les voies lyonnaises où on voit que sur chaque segment, il y a des oppositions, y compris, on parle, ce qui est aberrant, d'autoroute à vélo, en laissant entendre que ça va créer une coupure urbaine comme le ferait une voie de circulation automobile. D'où les discussions autour du terme réseau express vélo, parce que c'est plutôt, alors c'est très technocrate, hein, mais c'est plutôt réseau vélo à haut niveau de service que express, parce que le but c'est que tout le monde s'y retrouve et pas que les gens pressés qui tracent, qui prennent un ancien vélo de course, le transforment en fixie et veulent rouler à 35. Qu'il puisse y avoir des enfants, qu'il puisse... Il peut y avoir des enfants, de jeunes retraités ou moins jeunes, il peut y avoir des gens qui sont pressés d'aller au boulot, mais pour qui pressé, ça veut dire rouler à 20 ou 22 km/h. Et donc le express, attention à ne pas... attention à ce terme-là. Mais en effet, ça fait partie des choses dont on a besoin prioritairement pour faire en sorte que nos concitoyennes et concitoyens qui habitent un peu plus loin du centre-ville puissent se passer sur certains de leurs trajets de la voiture. Grâce à l'outil vélo, faut qu'ils aient un itinéraire qui soit déjà, qui sache où il est, donc lisible, et à haut niveau de service, parce qu'on peut se concentrer quelques minutes et cohabiter avec les voitures. Quelques minutes, c'est pas trop stressant, etc. Si on veut, avec un vélo assistance électrique, faire une demi-heure, on ne peut pas être une demi-heure sur nos gardes à éviter, à frémir à chaque voiture qui nous double. Et donc, c'est vraiment un enjeu d'allongement des distances et à la fois, du coup, d'agrandir la zone de chalandise et de pertinence du vélo. Alors, quitte à ce que certaines usagères et certains usagers utilisent ces réseaux express vélo, non pas pour faire tout le trajet, mais pour rejoindre un arrêt de tram ou de RER. Bientôt, on aura ces fameux SERM, ces services express régionaux métropolitains. On se bat pour que le vélo soit vraiment conçu, les réseaux vélos soient conçus en même temps, qu'il n'y ait pas 2 démarches parallèles où à la fin on essaie de superposer les deux et voir comment régler les problèmes, mais que dès le début on ait une démarche globale, comment agrandir l'offre de transport collectif et rendre à la fois pour le rabattement, mais à la fois pour des déplacements entièrement à vélo, les deux services, les développer conjointement et pour tout public. Et tout public, ça veut dire y compris à des publics en situation de fragilité ou de handicap. En tout cas, les réseaux express vélo sont une partie du besoin. On voit même... le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, le 35, mettre 70 millions d'euros sur la table pour aller au-delà de la métropole rennaise sur quasiment du rural et faire en sorte que le vélo ne soit pas réservé aux urbains et qu'il n'y ait pas ceux qui sont encore condamnés à utiliser la voiture qui est bannie partout et les privilégiés. Donc en effet, ces réseaux express vélo, c'est quelque chose d'important, mais il ne faudrait pas tout mettre dedans et juste dire on va mettre tant de milliards, couler tant de mètres cubes de béton et ça va résoudre les problèmes. Il y a beaucoup d'endroits où c'est quand même réduire la place de l'automobile qu'il faut assumer de faire et transformer une 2x2 voies en 2 fois une voie voiture d'un côté et un bout de voie bus et une piste cyclable. Cette reconfiguration de l'espace public, elle est importante aussi. Si c'était juste rajouter des autoroutes à vélo en plus, à la fois l'impact environnemental, mais aussi l'efficacité, parce que tant que la voiture reste efficace, l'être humain, même si il fait 80 kg, que sa voiture fait 1,4 tonne, quels que soient les arguments rationnels,
il va être assis dans un environnement climatisé, etc., sans effort. Pour inciter au report modal, il ne suffit pas d'investir, il faut aussi réinterroger la place exagérée qu'a pris la voiture individuelle, d'ailleurs thermique ou pas, dans nos vies. Justement, quelle place elle a, la voiture en ville? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? On voit que l'emprise au sol, on voit que même une voiture en roulant, ça occupe énormément de place. Quelle place aujourd'hui elle a en ville, la voiture? Alors ça dépend énormément des villes, mais ce qui est frappant, c'est quand c'est les heures où il y a des embouteillages, et notamment les ponts, où on se rend compte qu'aux heures de pointe, sur un pont, on peut avoir à peine 15 ou 20% du pont qui est dédié au vélo, et tout le reste, alors un peu des parts congrues des deux côtés pour les piétons et le reste à la circulation automobile. Mais comme il y a trop de voitures, ça fait comme quand vous voulez transvaser votre sac de riz à travers un entonnoir, ça bloque et ça se congestionne totalement. Et donc, vous avez cette chose paradoxale, si on regarde la photo, qu'on prend une photo, qu'on compte le nombre de voitures, qu'on compte le nombre de piétons et de cyclistes, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus de voitures, de personnes dans les voitures, que de personnes sur les vélos, que de piétons. Mais si, au lieu de juste prendre une photo à un instant T, vous faites un film et un comptage, comme les vélos qui pourtant prennent beaucoup moins de place, comme ils sont plus frugales en espace, ils ne se bloquent pas entre eux, en fait vous regardez pendant 1 heure et en fait vous constatez que alors qu'ils n'ont que 15% de la place, ils constituent plus de 50% du flux en êtres humains, pas en tonnes de ferraille déplacées inutilement. Et donc aujourd'hui, alors qu'on pourrait avoir l'impression qu'il y a à peine 3% de part modale en France, avec les champions qui sont à peine à 15, donc c'est encore très loin de taux néerlandais qui sont à 40 ou 50%, dans des villes comme Groningen, dans le nord des Pays-Bas, ou des Utrecht, dont on loue souvent le plus grand parking vélo lié à une gare, etc. Mais en fait, en France déjà, aux heures de congestion, là où on a fait un peu d'aménagement cyclable, le vélo peut déjà faire 50% du trafic dans certains points. Donc ça montre vraiment sa redoutable efficacité. Et c'est vrai que ça montre aussi un des pièges de la voiture, parce que qu'elle soit électrique ou partagée, ou tous les avantages ou matériaux recyclés, tout simplement, d'une part, vous n'avez pas d'activité physique, et donc il y a tous les méfaits de la sédentarité de l'activité et du manque d'activité physique, et par ailleurs, c'est tout simplement peu efficace en espace. Dans un système de transport idéal, entre guillemets, qui n'existe pas, pour la voiture, il faudrait qu'il y ait 4 fois plus de places de stationnement que de voitures. À ce moment-là, en effet, il y aurait des immenses parkings partout, ça ressemblerait à l'image qu'on a un peu des États-Unis. Heureusement, c'est pas partout comme ça. Pardon, je vous coupe, mais aux États-Unis, il y a une loi justement qui oblige à chaque fois qu'on crée un magasin, un logement, etc., à avoir, je crois, 4 places de parking. C'est aussi pour ça que ça explique les parkings gigantesques aux États-Unis. Oui, et en fait, l'automobile a un appétit insatiable en espace. Plus on lui en donne, plus c'est un appel d'air, et il y a un effet rebond. On construit une voie supplémentaire parce qu'il y a des embouteillages, et on constate qu'il y a encore plus de voitures, et que finalement la situation a empiré. À l'inverse, quand on enlève certaines voies, on voit ce qu'on appelle l'évaporation du trafic, parce que les gens ne sont pas stupides, et ils vont dire, bon, pour 2 km, je vais prendre mon vélo, il y a un métro, tant pis, je vais me serrer à des gens, d'autres gens, et je vais prendre le métro. Et en effet, il y a cette espèce d'image en France que les automobilistes sont persécutés, que ce sont des vaches à lait, etc. Alors qu'en réalité, on leur a abandonné une part majeure de l'espace. D'ailleurs, c'est ça qui a fait que les enfants n'allaient plus du tout, notamment dans le rural,
à l'école à vélo parce que il y a eu de plus en plus de voitures, donc c'est devenu objectivement dangereux de se déplacer à vélo. Donc on a mis en place des transports scolaires qui, eux, ont rendu encore plus dangereux le vélo parce qu'en plus des voitures, il y avait en plus des véhicules à grand gabarit. Donc on a tué le vélo comme ça, avec un cercle vicieux de la dépendance automobile. Oui, c'est vrai. Mais moi, mon grand-père me racontait que quand il était petit, donc il y avait encore très peu de voitures, hein, on était dans les années 40, un peu avant, il faisait Vouziers-Reims en vélo, ça doit faire, je sais pas, une trentaine, quarantaine de kilomètres pour aller à son internat. Ça, c'est des choses qu'on ne voit plus, par exemple. La place de la voiture a rendu ces trajets-là impossibles. Ce genre de trajet était possible parce qu'on croisait quelques voitures. C'était totalement épisodique. Aujourd'hui, vu l'intensité du trafic, malgré la croissance du nombre de routes, alors le kilométrage de route a cru moins vite que le nombre d'automobiles. Et donc, en effet, on a des phénomènes de saturation, ou en tout cas, aujourd'hui, dans la situation actuelle, il est inconcevable de juste mettre des collégiens sur la route et de les laisser faire 10, 15 ou 20 km, alors que leur organisme, dans l'absolu, il pourrait le faire sans aucun problème. Parce qu'on n'avait pas anticipé, on n'avait pas simulé qu'est-ce que ça ferait 40 millions de voitures. Quand on voit l'espace qu'il faut pour garer une voiture, dégagement compris, pas juste les quelques mètres d'emprise au sol, mais dégagement compris, et quand on imagine qu'une voiture, quand elle est en mouvement, elle a besoin ce qu'on appelle une surface dynamique, ça c'est la seconde devant vous et la demi-seconde derrière vous, vous arrivez à 500 mètres carrés quand vous êtes à 130 km/h. C'est ça qui fait qu'on peut diminuer la congestion juste en baissant les vitesses, parce que on n'arrive pas à ce phénomène de grainerie qui se bloque dans l'entonnoir. Et donc aujourd'hui, vous connaissez cette suite d'images de Sampé où au début il roule dans une voiture, il y a le riche qui arrive avec sa voiture, ensuite il y a de plus en plus de voitures, et à la fin c'est le riche qui prend le vélo et la population, enfin la classe moyenne qui est bloquée dans le trafic. Et c'est vrai que la voiture fonctionnerait bien tant que c'est une élite qui l'utilise, ou alors les gens qui l'utilisent quand ils vont à la gare comme un taxi, quoi. Quand ils vont à la gare, qu'ils ont des grosses valises une fois par an, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est l'abus de voitures individuelles sur des distances courtes dans des zones saturées. C'est ça qui pose vraiment problème. Ce n'est pas les automobilistes, c'est les habitudes de transport que tout le matraquage publicitaire et toutes les politiques d'aménagement du territoire ont causé, où finalement on a l'impression que c'est cette bulle de salon qu'on emmène partout où on veut avec soi, et finalement on n'a pas envie d'abandonner cette bulle, et en même temps on est frustré parce qu'on est dans les embouteillages et c'est la faute de tous les autres. Si eux ils venaient pas en voiture, moi je pourrais avoir une circulation fluide. Il y en a qui ont un discours souvent un peu différent, c'est les commerçants qui disent « ouais mais si on enlève des places de parking, en fait on va plus avoir de clients ». Est-ce qu'il y a des études qui attestent de ce qu'ils disent, ou au contraire, là ce que vous dites c'est que les vélos sont en fait plus efficaces, peuvent permettre de transporter plus de gens d'un point A à un point B. Les villes qui ont diminué la place de la voiture en leur centre, qu'est-ce qu'elles constatent vis-à-vis justement du commerce de centre-ville ? Il y a un adage qui est vraiment faux, c'est « no parking, no business ». C'est en effet ce que vous avanciez sur les États-Unis, l'obligation de créer un certain nombre de places quand il y a un commerce. Aujourd'hui, toutes les études montrent que la piétonisation ou la réduction de la place de la voiture accroît l'attrait commercial des centres-villes, et que le vrai problème des désertifications des centres-villes, c'est pas qu'on ait facilité ou pas de se garer en voiture, c'est qu'on ait autorisé la création de grandes surfaces alimentaires ou de grands groupes type galeries marchandes à l'extérieur des villes. C'est ça qui a tué le commerce local. Alors après, on a toujours des biais cognitifs, notamment ce qu'on appelle des biais de confirmation. Quand vous avez l'impression
que les gens ne viennent plus chez vous parce qu'avant ils pouvaient se garer, maintenant ils ne peuvent plus. Il suffit qu'il y ait 2 personnes dans la journée qui vous disent sur vos 200 clients j'ai eu du mal à me garer, et ça, dans votre esprit, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui vient chez vous à cause de ça. Après, il y a plusieurs autres biais, c'est que les commerçants souvent raisonnent par panier moyen, et en effet, quand on est à vélo, on va plutôt faire du réassort tous les jours que de faire des grandes courses une fois par semaine en remplissant un caddie puis un coffre de voiture. Donc il y a une chute du panier moyen, mais généralement, les clients cyclistes sont des clients, ou piétons, sont des clients plus réguliers et plus fidèles. Et donc, au final, que ce soit l'étude menée sur la piétonisation du centre de Lorient, que ce soit dans d'autres villes, les commerçants sont gagnants. Alors, quand on utilise le vélo, il y a forcément un thème qui revient systématiquement, c'est celui du vol. Dans une des études que vous avez faites, alors il y avait une ancienne étude qui parlait de 400 000 vols en France. Dans une étude que vous avez faite, vous parlez, vous, entre 350 et 580 000 vols par an en France, c'est des estimations. Est-ce qu'on sait d'abord ce que sont ces vols? Est-ce que c'est un trafic organisé? Est-ce que c'est de la petite délinquance simplement comme ça? Quelle politique publique on peut mettre en place pour réduire les vols et faire que les gens aient envie d'utiliser leur vélo? Alors déjà, vous avez raison, la réalité et la crainte par anticipation des vols font partie des freins majeurs pour le développement de l'usage du vélo, notamment des gens qui habitent en petite surface dans les grandes villes, au 4e ou 5e étage sans ascenseur. C'est sûr que monter son vélo 2 fois par jour, c'est pas envisageable. Et le laisser dehors, c'est vraiment l'exposer à un risque de vol. Donc, par rapport à ça, premièrement, c'est réellement un frein, et y compris un frein psychologique, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas passer le pas parce qu'ils ont peur, pas parce qu'ils se sont fait voler un vélo, mais parce qu'ils ont peur de s'en faire voler un. Et par rapport à la typologie des vols, il y a de tout. C'est-à-dire que vous avez à la fois du vol organisé, une mafia internationale, notamment ciblée sur le haut de gamme, sur les vélos à assistance électrique, et où il y a vraiment, où ça part à l'étranger, et où il y a vraiment des filières qu'il faudrait démanteler, donc ils sont très organisés. Vous avez aussi du petit vol d'opportunité où la personne maquille un peu le vélo, attend quelques mois, le revend dans une autre ville sur le Bon Coin, et ça va jusque la personne qui rentre de soirée, qui vole un vélo pour rentrer chez elle et qui l'abandonne dans les buissons quelques mètres plus loin. Donc il y a vraiment de tout. Les politiques publiques pour lutter contre le vol et contre le recel de vélos volés, c'est d'une part de sensibiliser les gens. C'est ce que fait la FUB en publiant chaque année des tests d'antivol. Et d'ailleurs, une des conclusions de ces tests, c'est pas forcément les antivols les plus chers qui sont les meilleurs. On peut trouver de bons rapports qualité-prix, tester les antivols, faire de la pédagogie sur la façon de les utiliser. Donc toujours attacher son vélo, dès que possible attacher et son vélo à un point fixe, le cadre à un point fixe, et la roue avant, si elle est facile à enlever, au cadre. C'est aussi éviter les endroits trop calmes, plutôt choisir les endroits passants. Mais il y a évidemment aussi de faire en sorte qu'il y ait un plan de lutte contre le vol au niveau des forces de l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, moi ce que m'avait dit un ancien magistrat, il m'avait dit, vous savez, les gens ne rentrent pas dans la police pour retrouver des vélos, quoi. Ils préfèrent démanteler des trafics de drogue. Ça leur donne plus de reconnaissance. Donc je pense qu'il faut travailler sur ce qui génère de la reconnaissance auprès des membres des forces de l'ordre. Et enfin, la FUB a aussi agi là-dessus, il y a la traçabilité. Aujourd'hui, on a le FNUCI, le Fichier national unique de cycles identifiés, qui permet d'avoir la liste des propriétaires légitimes des vélos marqués. Évidemment, ça ne permet pas de lutter contre le vol. Ça permet de lutter contre le recel de vélos volés. Et ça surtout permet, quand on retrouve des vélos, de savoir à qui les rendre, parce que sinon on n'arrive pas à les réattribuer. C'est-à-dire concrètement comment ça marche? C'est un identifiant? Aujourd'hui, donc vous avez un certain nombre d'opérateurs qui sont agréés par l'APIC, l'Association pour l'identification des cycles, et donc ces opérateurs vont apposer un numéro. Et même s'il y a plusieurs opérateurs, la base des numéros est unique, c'est ça qui est bien en France.
Et donc, on va, dans une base de données, mettre votre numéro et en face, votre nom, prénom, adresse, le modèle du vélo. Et donc, ça va permettre... Alors, la police n'y a pas accès pour vous mettre une amende pour mauvais stationnement ou excès de vitesse ou que sais-je. Par contre, ça permet, si votre vélo est retrouvé, de vous appeler, de vous dire « Bonne nouvelle, on a retrouvé votre vélo ». Et par ailleurs, ça vous permet de déclarer sur cette base votre vélo comme étant volé. Et ça fait que si quelqu'un essaie de me revendre votre vélo qui vous a été volé avant-hier, moi, normalement, je devrais exiger le numéro de marquage et je devrais pouvoir vérifier dans la base de données est-ce que ce vélo est déclaré volé ou non. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de pédagogie pour que nos concitoyennes et concitoyens comprennent qu'il y a ce système-là, alors qui est obligatoire pour les vélos neufs, mais qui est évidemment pas... on n'a pas marqué tous les vélos de France et de Navarre émis avant l'obligation. Par contre, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Et ce qui est surtout recommandé, c'est quand on commet un achat, d'exiger que le vélo soit marqué, et donc pour ne pas se rendre complice de recel de vélos volés. Donc si d'une part, alors, dernière chose, c'est évidemment de développer les parcs de stationnement sécurisés. Donc si on a les bons conseils pour acheter le bon antivol, pour bien l'utiliser, qu'on a des parcs de vélos sécurisés, qu'en plus on assèche le marché pour les voleurs parce que plus personne n'achète de vélos volés et que le grand banditisme international, on le démantèle et la police pourrait tout à fait utiliser des vélos à pas avec des GPS bien cachés et attendre que, non pas attraper quelqu'un la main dans le sac pendant qu'il vole un vélo, ça n'a aucun intérêt sur le démantèlement de la filière. Par contre, attendre que ça arrive dans une cache et observer tout le réseau et le démanteler, si on faisait ces 5 choses-là, en effet, ça ferait avancer beaucoup le vélo en France. En plus, le système de marquage permet de mieux suivre le vélo, de savoir un peu quels étaient les composants initiaux, optimiser la fabrication, en tout cas chez certains manufacturiers de vélos. Oui, je pense à ça, mais il y a un reportage qui est très bien fait du Parisien vidéo de Biclou qui montre un vélo qui se fait voler dans le nord de Paris et qui le lendemain est désossé et prêt à partir, qui est dans un garage à Clichy et qui est prêt à partir au Maroc. On voit bien que là, c'est pas simplement le vol de la petite délinquance. La journaliste a eu beaucoup de courage parce qu'elle a mis son vélo perso et elle y allait en risquant une réaction un peu dangereuse du trafiquant. En effet, j'incite tous les auditrices, auditeurs ou personnes qui regardent en streaming vidéo d'aller voir ce reportage de l'excellente chaîne Biclou. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un intérêt croissant des forces de l'ordre sur cet aspect-là aussi, en lien avec la reconnaissance du vélo comme mode de déplacement, même si l'objet vélo a peut-être moins de valeur au sens marchande que d'autres biens, il a une valeur d'usage, c'est celle d'être ces bottes de 7 lieues qui vous permettent de vous déplacer beaucoup plus vite, sans polluer, sans faire de bruit. Et donc c'est par rapport à ça qu'il faut absolument considérer la lutte contre le vol de vélo comme une des politiques de prévention prioritaires. Et c'est vraiment très irritant quand vous êtes cycliste de vous faire voler un vélo. Et les gens qui font du vélo depuis toujours, ils vont tous vous raconter on m'a volé tel vélo, tel vélo, tel vélo. Et ça, c'est vrai que c'est même si ça ne paraît que 400 ou 500 ou 600 000 par an, pour les cyclistes qui roulent tous les jours, c'est quand même quelque chose de systématique et qui vous pourrit la vie et qui même, une étude qu'on a menée il y a quelques années, fait que au bout du premier vol, vous rachetez un autre vélo, mais d'occasion. Il faut espérer, en évitant qu'il soit issu lui-même d'un autre vol. Et deuxième vol, il y a quand même beaucoup de gens qui abandonnent la pratique. Et donc c'est vrai que là-dessus, il y a véritablement un enjeu de sens. Ce serait dommage d'avoir construit les pistes cyclables, d'avoir incité les gens à faire du vélo et qu'ils arrêtent juste parce que, ça y est, on leur a volé 3 vélos, ils en ont marre. Et les stationnements sécurisés, vous parliez des stationnements sécurisés. Effectivement, quand on va aux Pays-Bas notamment, on voit des infrastructures qui sont magnifiques, notamment dans les gares. Vous parliez d'Utrecht, mais dans toutes les grandes villes, il y a même les petites villes, il y a des superbes gares.
Comment ça se fait qu'aujourd'hui en France on n'ait pas ces stationnements-là? Est-ce que c'est juste moi qui les ai pas vus et qui sont en création aujourd'hui? Enfin, ça semble pas très compliqué de faire des garages à vélo. Pourquoi nous on n'a pas ces infrastructures-là? Alors les raisons sont multiples. Alors premièrement, on en construit quand même pas mal. D'ailleurs, la FUB a un de ces programmes qui s'appelle Alvéole Plus, qui permet de cofinancer la création de parking vélo, parce que parking vélo, il faut en créer, mais il faut qu'il soit ce qu'on appelle normatif, il faut qu'il réponde aux besoins. C'est-à-dire que les espèces de râteliers, vous savez, les trucs où on met juste la roue avant, premièrement, ça ne sert à rien parce qu'on ne peut pas attacher le cadre, donc on risque de nous voler tout le vélo sauf la roue avant. En plus, ça voile enfin, la roue, donc aujourd'hui, il faut déjà, quand on crée du stationnement, il faut qu'il soit normatif, satisfaisant, il faut qu'il soit mis au bon endroit, et il faut aussi les dimensionner correctement. Un des points difficiles, ce sont les gares, et en effet, les opérateurs de gares, c'est plus rentable pour eux de créer une boulangerie, sandwicherie ou d'autres services, où il va y avoir un loyer qui tombe et un exploitant qui va vendre ses sandwichs et payer des loyers, plutôt que de créer du stationnement vélo, où il y aura certes un abonnement annuel, mais ça ne sera pas du tout rentable. Et donc je pense qu'il est temps de rétablir aux gares leur fonction de gare et de ne pas juste penser de manière, voir ça comme un service public. Et évidemment, c'est important d'avoir de quoi manger avant le voyage ou autre, mais à un moment, la course à la rentabilité ne peut pas primer sur la transition écologique et sur le fait de pouvoir remplacer des trajets longs en voiture par des trajets combinés vélo plus train. Aujourd'hui, c'est le type de déplacement sur lesquels il y a et sur le plan du pouvoir d'achat et sur le plan environnemental, à la fois gaz à effet de serre et autres, où il y a le plus à gagner. C'est pas vos petits trajets en ville. C'est quand quelqu'un qui habite dans la banlieue de Saintes et qui travaille à Cognac peut, grâce au parking sécurisé de la gare de Saintes, faire son premier trajet à vélo, laisser son vélo dans le parking sécurisé, prendre le TER et à la gare de Cognac louer un vélo Modalis et rejoindre son employeur à Cognac, c'est là qu'on aura supprimé tous les jours un trajet de 60 km en voiture. Et là ça commence à faire. Et donc, en effet, du coup, le stationnement, est particulièrement en gare et dans les immeubles d'habitat collectif, ce sont les deux endroits où il faut dégager de la place pour le faire. C'est difficile, parce que quand un immeuble a été conçu sans, c'est difficile, surtout que même en zone dense, on ne peut pas supprimer c'est interdit par la loi de supprimer des mètres carrés habitables. Si on veut remplacer par exemple une ancienne loge de concierge par du stationnement vélo, faut recréer des mètres carrés autre part. Enfin, c'est la loi sur les zones d'habitat attendues, et c'est sans doute très pertinent. Dans les gares, il y a cette question de rentabilité. Et donc, en effet, aujourd'hui, on n'est pas du tout à l'échelle. Que ce soit au niveau des gares, que ce soit au niveau de l'habitat collectif, on est en train d'acquérir une expérience et on a des opérateurs dans la filière économique vélo qui sont performants et qui exportent. Par contre, on n'est pas du tout encore à l'échelle de massification qu'il faudrait pour qu'il y ait un changement systémique. C'est pareil sur les grands événements sportifs et culturels. Ce serait idéal de pouvoir venir à vélo, d'éviter la cohue dans les transports en commun, d'éviter de se garer à je ne sais combien de kilomètres et de marcher ensuite. Mais c'est plutôt l'exception, les événements sportifs ou culturels, où vous avez du stationnement, quitte à ce qu'il soit provisoire, un peu gardienné ou supervisé. Voilà. Donc la problématique du stationnement, elle est clé, et en effet, c'est une des choses qu'on ne voit pas en première instance, mais c'est un peu caché aux Pays-Bas, beaucoup moins visible que les pistes cyclables. Mais s'il n'y avait que les pistes cyclables sans stationnement, c'est sûr que ça ne marcherait pas. Alors quand on parle, effectivement, toute notre discussion, c'est de dire que le vélo, ce n'est pas qu'un loisir, justement, ça devient un mode de transport à proprement parler. Combien ça coûte une politique de vélo et qui la finance ? Les politiques vélo dépendent beaucoup du courage qu'on a sur la réduction de la place de la voiture. Ça coûte plus cher de construire
un sous-passage ou une passerelle pour éviter une infrastructure routière que de détourner le trafic routier et de faire passer à niveau les cyclistes. Donc évidemment, je veux nuancer ma question sur les investissements dans le cas, en poussant le raisonnement à l'absurde. Si on interdisait totalement la voiture demain, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais ça coûterait zéro, les routes suffiraient pour circuler à vélo. Après, une fois qu'on a pris cette précision, on a fait cet exercice théorique, en gros, il faut à minima 15 € par habitant et par an pour mener une politique cyclable, et dans des scénarios ambitieux de rattrapage, l'ADEME le chiffrait à 70 € par habitant et par an. À la FUB, on estime que déjà si on était à 30 de manière homogène, et 30 € par habitant et par an, ça veut dire ce que met la commune, l'intercommunalité, c'est pas 15 chacun, c'est 15 ou 30 en tout, entre l'État, la région, le département. Et donc finalement, par rapport à des politiques de transport en commun, les 100 milliards qui ont été annoncés il y a 2 ans sur le ferroviaire par exemple, ça reste quand même une politique publique accessible. Et c'est vrai que l'avantage du vélo, alors ça c'est pas gratuit. L'illusion qu'on peut avoir au début, c'est que c'est gratuit, c'est faux. Par contre, c'est à la fois financièrement accessible, et d'ailleurs si la ville de Copenhague au Danemark s'était mis au vélo, c'est parce que la ville était en faillite, et du coup ils ont abandonné leur plan autoroutier, et ils n'avaient pas non plus les moyens de mettre en place une politique ambitieuse de transport en commun. Ils ont fait du vélo parce que c'était rationnel et le moins cher. Copenhague, pardon, c'est la ville, avec Amsterdam, c'est les 2 grandes villes cyclables mondiales. Alors, ce n'est pas les mêmes approches. Copenhague, c'est quand même très routier. C'est quand même très facile de se... En plus, c'est une ville-pays, c'est-à-dire que le reste du Danemark, c'est encore plus polarisé qu'en France par rapport à la région parisienne. Et c'était des très très larges artères, et donc on a supprimé des voies de circulation pour créer des pistes cyclables unidirectionnelles suffisamment larges pour qu'on puisse rouler 2 de front ou doubler un cycliste qui roule un peu moins vite, à cette hauteur intermédiaire, plus bas que le trottoir mais plus haut que la chaussée. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est les motivations pour lesquelles ils se sont intéressés au vélo. C'est tout simplement qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'ils voulaient quand même mener une politique publique. Après, en France, ce qui serait intéressant, alors plus on est dans un contexte d'austérité, on parle beaucoup des milliards qu'il va falloir économiser, c'est que le vélo, d'une part, c'est pas cher par rapport à des grandes politiques autoroutières ou de lignes à grande vitesse ou de tramway. D'autre part, c'est rapide à mettre en place. C'est-à-dire que au-delà du coût environnemental ou financier des grands projets, au-delà qu'il faut 10 ou 15 ans, c'est aussi que ça a un impact important et ça dure longtemps. Donc là on le met en place rapidement. Et en plus, il y a un retour sur investissement parce qu'il y a des co-bénéfices. Les co-bénéfices santé, les co-bénéfices justement sur l'attractivité des territoires, etc. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il faut en effet investir. Et je pense qu'on aurait financièrement, au-delà de mon attachement au sujet, intérêt à encore, malgré les efforts budgétaires qui sont faits en ce moment, justement, c'est le bon moment. Il ne s'agit pas de réduire tout de X% de manière homogène. Comme sur le vélo, le retour d'investissement est important et rapide. C'est justement en période de crise et on essaie de régler des problèmes qui paraissent insolubles, impossibles à solutionner, qu'il faut investir à fond sur le vélo plutôt que de continuer à verser dans le puits sans fond qui est le système automobile. Moi j'ai calculé, donc si je dis pas de bêtises, le plan vélo prévoit 250 millions d'euros par an d'investissement pour le vélo. Ça représente, j'ai calculé, 41 km d'autoroute. On voit bien, alors 250 millions c'est pas rien, mais on voit bien que la différence par rapport aux investissements nécessaires pour construire l'infrastructure routière, on joue pas dans la même cour. Bien sûr. Alors après, c'est important de bien savoir que les 250 millions de l'État ne finance pas à 100%. Donc en fait, l'investissement
si c'est du 20, 30 ou 40%, enfin, ça va être un investissement de 600 ou 700 millions d'euros. Donc c'est quand même, l'effort national est bien supérieur aux 250 millions. Par contre, en effet, le comparer aux 41 km d'autoroute, ça montre bien à quel point les politiques cyclables sont bon marché. Après, la difficulté de mettre plus, on pourrait dire pourquoi l'État ne met pas 1 milliard ou je ne sais combien. Il faut que derrière, les collectivités, elles aient les bureaux d'études. Il faut qu'il suffise, si tout à coup les 36 000 communes de France commandent un plan vélo, il n'y aura pas assez de bureaux d'études. Il n'y aura pas assez de... Et c'est plein de tout petits dossiers. Et donc, là, je peux vous dire que c'est trop, les 250 actuels. Mais il faut qu'il y ait une montée progressive au fur et à mesure qu'on se dote de compétences, notamment des bureaux d'études, des élus, des techniciens qui savent faire bien, parce que le pire, c'est de cramer du fric et artificialiser pour des choses qui ne fonctionnent pas. Mais en effet, il suffit d'abandonner tel ou tel projet autoroutier. On attend toujours la liste des projets abandonnés que le précédent ministre des Transports avait promis de dévoiler pour financer, en effet, de quoi rendre cyclable la majeure partie du territoire et pour tout le monde, qu'on ait le permis ou pas, et avec un coût d'exploitation faible. Donc en effet, qu'attendons-nous ? Dernière question, c'est vrai, vous l'avez évoqué plusieurs fois entre les lignes, mais la politique cyclable, au-delà de l'investissement qu'on peut faire très concrètement, c'est aussi des bénéfices pour la société, des bénéfices qui sont importants en termes de pollution, en termes de santé publique. À l'inverse, la politique automobile, ça a des coûts. Est-ce que ça a été objectivé, chiffré ? Est-ce qu'on sait, par exemple, les bénéfices qu'apporterait une politique plus massive du vélo en France ? Notamment pour les finances publiques. Moi, je me méfie toujours des extrapolations. Mais en effet, même aujourd'hui, avec le niveau faible qu'on a de déplacement à vélo, on a déjà au moins 5 milliards d'économies de santé qui sont faits grâce à ça. Ensuite, on pourrait dire, s'il y a 2 fois plus de déplacements à vélo, est-ce que ça passe de 5 à 10 milliards ? Ça dépend. Si on arrive avec nos politiques cyclables à toucher prioritairement les gens qui sont en sous-activité physique, l'impact ne sera pas le même que si c'est tous les sportifs, qui sont déjà sportifs par ailleurs, qu'on va mettre à vélo. Et là, le gain économique en termes de santé sera nul. Alors, il y aura quand même un gain sur le bruit, un gain sur les gaz à effet de serre. Alors, sauf si c'est des gens qui, pour aller plus vite, font du vélo à la place de marcher ou font du vélo à la place des transports en commun. Et encore, ça peut être bien parce que ça peut désaturer aussi. Donc, cette question des externalités, c'est toujours discutable. Et ça montre aussi qu'il faut avoir des objectifs qualitatifs et pas quantitatifs, parce que si c'est juste tripler l'usage du vélo pour tripler l'usage du vélo, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à se déplacer qui pourront le faire demain ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont à la limite d'avoir un diabète de type 2, qui du coup pourront passer sur un traitement beaucoup plus léger et se sentir mieux grâce à l'activité physique ? Est-ce qu'il y a des personnes exclues aujourd'hui parce qu'elles habitent dans des quartiers où il n'y a pas assez de transports en commun, qui tout à coup vont gagner une autonomie ? Par contre, aujourd'hui, très clairement, ce qu'on estime, c'est que, alors que les automobilistes ont l'impression, ou en tout cas on leur susurre à l'oreille qu'ils sont les vaches à lait, à tous les coups qu'ils font 1 kilomètre, ça coûte à la société, parce qu'il faut entretenir le réseau routier, parce que ça provoque des accidents, etc. Et il y a même un rapport du Trésor, qui ne sont pas donc d'une direction générale de Bercy, du ministère des Finances, qui ne sont pourtant pas réputés pour être des dangereux gauchistes pro-vélo, qui montrent à quel point aujourd'hui les automobilistes ne paient pas leurs coûts, malgré la taxe intérieure sur les produits pétroliers, malgré les péages. Alors les autoroutes, comme il y a des concessions, c'est un peu différent, c'est une autre histoire, mais alors qu'aujourd'hui, le même rapport montre bien que sur le vélo, il y a des bénéfices. Alors après, est-ce qu'on peut extrapoler, est-ce qu'on peut dire s'il y a 3 fois plus de cyclistes, est-ce qu'il y aura 3 fois plus de bénéfices ? Encore une fois, il faudra
designer les politiques publiques pour viser ceux qui ont le plus besoin du vélo, non pas par cupidité pour faire un maximum d'économies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de moins dépenser en sécurité sociale, c'est que les Françaises et les Français vivent mieux et plus longtemps en bonne santé, pas juste plus longtemps, mais plus longtemps en bonne santé. Et si, par effet de bord, ça veut dire qu'on dépense moins, parce qu'on prend des médicaments plus simples, voire moins de médicaments, quelque part sur le PIB, c'est pas bon, parce que ça fait moins bosser l'industrie pharmaceutique, mais c'est tout le mal que je nous souhaite. Dernière question, est-ce que vous avez un message à adresser aux gens qui nous écoutent ? Écoutez, si vous ne faites pas encore de vélo, c'est sans doute pour de bonnes raisons. Et donc plutôt que de vous dire demain j'essaye alors que vous n'en avez pas les conditions, renseignez-vous, parlez-en autour de vous. Pourquoi pas solliciter la FUB pour vous accompagner, pour créer un groupe de réflexion et pourquoi pas ensuite un collectif et une association. Je pense qu'il faut qu'on parle de manière plus sereine de mobilité tous les jours, qu'on sorte du niveau un peu bref de café sur les cyclistes ils font ci et de toute façon tout le monde fait 30 km tous les jours en voiture à la campagne et on a besoin de débats sereins, de chiffres plutôt que des courtes phrases. Et merci beaucoup pour tout ce temps d'expression. C'est vrai que c'est différent de la frustration des médias habituels où il faut tout exprimer en 20 secondes et où finalement le message devient simpliste et c'est en gros soit on pourrait tout faire à vélo et comme on ne peut pas tout faire à vélo, c'est qu'il ne faut pas faire de vélo du tout. Bon, on a pu avoir un peu de nuance. Merci pour cet entretien et vraiment n'hésitez pas à nous remonter toutes les difficultés que vous avez. Plus on a de retours de terrain, plus on est légitime pour proposer des solutions. Avec plaisir et un grand merci à Olivier Schneider d'être venu dans le Green Eater Club. Merci Maxime. À bientôt. À bientôt.